Quand il y a des antiparasitaires qui sont utilisés sur les bêtes en pâturage, ça peut être toxique pour les bousiers et ils peuvent justement en mourir et faire que les bouses ne sont pas forcément facilement réintégrées dans les sols minéralement. Donc voilà, là on a une petite femelle de bousier taureau, donc les femelles n'ont pas les cornes et vont chercher à se planquer à chaque fois. Moi j'ai l'impression que globalement, une ferme comme ça de 30-50 hectares, dans la moitié sud de la France quand même, il faut le dire, il semblerait que pour la plupart des familles, on est de l'ordre de 10% des espèces françaises ici. On continue l'exploration du vivant avec cette fois-ci un voyage au cœur de la bouse. Dans le précédent épisode, pendant les 3e rencontres Réensauvager la ferme, on voyageait à travers les différents milieux aquatiques de la ferme du Grand Laval. Vous le savez, tout comme l'eau, le caca est source de vie. J'ai toujours été fascinée par les bouses, en particulier lorsqu'elles ont 1 ou 2 jours et qu'on peut soulever la croûte en surface pour l'ouvrir et l'explorer. J'ai donc décidé de partir avec Lorraine Demange et Valentin Speckers, ainsi que d'autres naturalistes et des non-naturalistes très intéressés par le sujet, observer les coléoptères coprophages, dont font partie les bousiers, dans les bouses et crottes fraîches et prélever des excréments pour réaliser un piège. Avant l'arrivée du groupe, j'ai pu faire connaissance avec Léon, le chien de troupeau qui garde les animaux, et observer d'autres familles d'insectes avec Lorraine. Naturaliste ayant un projet d'installation agricole, salarié à la LPO et passionné par une grande diversité d'animaux. Je m'excuse pour le vent. La journée était très chaude et venteuse et la prise de son en extérieur était un défi. En écoutant l'épisode sur votre téléphone, sans casque, cela sera sans doute plus agréable. Tiens, regarde, là on a attrapé, qu'est-ce qu'on a attrapé? Alors, à ton avis, qu'est-ce que t'en penses de cet individu? C'est un mâle. C'est une femelle. Bravo, Pali. Criquet ou sauterelle? Comment tu sais que c'est une femelle déjà? Alors, Dovi machin là. exactement, mais du coup, criquet ou sauterelle? Criquet. Exactement. Si c'était une sauterelle, effectivement, c'est une femelle, il y aurait un ovipositeur au bout, donc il y aurait un tube qui sortirait du bout de l'abdomen. Là, c'est une femelle de criquet. Les femelles de criquet, l'appareil pour pondre les œufs n'est pas le même. Elle, en fait, elle a 4 petites valves au bout. Là, tu vois des espèces de picots. Tu peux regarder avec ma loupe si tu veux. Voilà, il faut vraiment que tu colles. Alors, attention, surtout ne serre pas mes doigts. Parce que du coup, tu peux tenir ma main ici, mais ne serre, parce que moi, j'aime pas trop écraser les bestioles. Il y a des petits picots, ouais. Il y a des petits picots, voilà. Donc ça, c'est des valves qui s'ouvrent et qui vont lui permettre de pondre dans le sol. Chez les femelles, l'abdomen va être plus ou moins long en fonction de si elle porte des œufs ou pas. Et donc du coup, c'est pas un critère, quoi. Il faut pas se dire là, elle a un abdomen qui est relativement long, mais en fait, tu peux avoir la même espèce avec un abdomen plus court, proportionnellement au reste de son corps. Et voilà, c'est pas un critère pour déterminer l'espèce, quoi. Parfois, il pourrait mettre encore plus long quand elle s'apprête vraiment à pondre. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que tu vois que les antennes sont plus claires au bout? Ouais. Voilà. Ça, c'est le critère facile pour reconnaître le criquet blafard, Eucortipus elegantillus. Ok. C'est une espèce commune. Hop, et bon, qu'on va sûrement aussi entendre chanter, même si elle fait un son qui est assez délicat, pas très facile à entendre. Et du coup, même les trucs super communs, tu les notes Oui, parce que cette parcelle-là, je pense qu'on a quasiment pas de données. Tiens, là, on a un papillon par contre. Ah, c'est chouette. Si tu veux la regarder de plus près, je pense que là, on n'a pas besoin de l'attraper, donc autant ne pas l'embêter. Ça, c'est une mélitée. Ah oui, j'ai entendu parler, ouais. Chez les mélités, il y a plusieurs espèces qui se ressemblent énormément. Dans certains cas, tu es même quasiment obligé de sortir les génitalia pour vraiment distinguer les espèces. Mais c'est une des rares espèces, enfin un des rares groupes de papillons pour lesquels tu peux sortir les génitalia sans tuer la bestiole. Wow. Donc on le fait que chez les mâles. Et donc là, je pourrais la prendre, la tenir entre mes mains, appuyer légèrement au bout de l'abdomen et là voir sortir l'appareil génital. Sauf que là, en fait, j'en ai pas besoin parce que je sais qui c'est. C'est une mélitée des centaurées qu'on reconnaît au point noir qu'on voit ici sous le dessous de l'aile, à la base de l'aile, et puis le fait qu'elle n'ait pas de point noir dans ces taches oranges ici. Mélita phoebe. Assez commune dans les prairies un peu sèches comme ça, non? Ouais, mais c'est pas la plus commune des mélitées quand même. D'accord. On a beaucoup plus souvent la mélitée orangée et la mélitée de frustropher.
Là, on a un mâle de l'espèce de tout à l'heure. Donc tu vois le bout des antennes qui est blanc, qui est plus clair. Voilà. Ouais. Mais tu vois, il est beaucoup plus petit. Ouais. Et tu vois, le bout de l'abdomen, c'est pas du tout la même chose. Viens Léane, viens. Salut les chiachiens. Je pense qu'il n'y aura pas de souci pour rentrer, mais on peut peut-être rentrer par petits groupes. Ouais. C'est bien mon pépère. Mais du coup là on a tout ce qu'on veut en termes de crottes. Âne, vache, chèvre et... Bien fraîche. Ah bah j'ai pas encore cherché là pour l'instant, on était sur les orthoptères. Alors je sais pas, ça tu penses que c'est assez frais par exemple? Ouais. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal. Ça on va la prendre. Allez. Nous sommes sur une parcelle reprise récemment par la ferme, où pâture une partie du troupeau de brebis, quelques chèvres de race rauve, une vache et un âne. Il y a encore peu de données sur ces parcelles par rapport au reste de la ferme. Toutefois, les quelques chiffres montrent qu'en seulement 2 ans, la biodiversité revient très vite. Et à ce sujet, je vous invite à lire le mémoire de Melvin Guyot-Jonard, qu'il met gracieusement à disposition. Tous les liens sont en description de l'épisode. Je vous laisse écouter l'ambiance des prélèvements de crottes. J'ai pas fait de nœud, j'ai pas réussi à faire de nœud non plus. J'ai juste essayé de faire en sorte que ça sorte compact. Pas. Oh, que t'es beau. On les mettra ailleurs après. Peut-être qu'on va pas les mettre dans cette parcelle pour pas que les chiens marchent dedans et tout. Non. Donc j'ai juste là, on va juste en récolter 4. Est-ce qu'on en fait là? On a fait 2 brebis. Est-ce qu'on n'essaye pas de faire un âne, une vache par exemple? Ça c'est brebis. L'idéal ce serait qu'il y en ait une qui fasse juste devant nous, comme ça on est sûr que c'est de la chèvre. Ah là, il y en a une qui chie. Elle vient de chier. Parfait, là, celle-là? Ouais. Ok, je vise, vous me donnez l'azimut. Je vois l'endroit. Attends, c'est Là, c'est bon, je l'ai. Mais j'ai travaillé sur la ferme. Je travaille à la LPO, à Chabeuil. Donc c'est à 10 minutes. Puis sinon, je suis membre de l'asso, donc je reviens quand même assez régulièrement sur la ferme. J'y suis moins souvent quand je travaillais en tant que salarié agricole, mais beaucoup moins souvent, oui, forcément. Valentin Speckers, chargé d'études entomologistes à l'Office pour les insectes et l'environnement, l'OPI, spécialiste des coléoptères, m'explique la biologie de ces insectes et leur évolution à travers les excréments. Clairement, pourquoi on récupère des excréments frais? C'est parce qu'en fait, les bousiers ont besoin quand même d'une certaine humidité dans la crotte pour pouvoir se développer. Quand elle est beaucoup trop sec, ils ne peuvent pas se développer, ils meurent. Il y a certains bousiers qu'on appelle des endocoprides, donc c'est ceux qui se développent directement dans l'excrément. C'est tout ce qu'on va appeler principalement les aphodius, qui justement, eux, luttent contre justement le fait que l'excrément s'assèche. Donc ils vont devoir s'enfoncer dans l'excrément assez rapidement tout en se développant pour que justement ils puissent mener à bien la fin de leur état larvaire. Ils doivent vraiment lutter contre le séchage de l'excrément dans lequel ils sont. C'est une petite lutte quand même pour arriver jusque-là. Enfin, pour le coup, les aphodius, donc les endocoprides, ceux qui se développent directement dans l'excrément, les femelles pondent énormément d'œufs. Pour justement qu'il y ait au final que quelques individus qui aboutissent à l'état adulte, parce que vraiment il n'y a aucun soin apporté aux jeunes, c'est vraiment ils vont être menés à eux-mêmes pour pouvoir se développer à l'intérieur. Et pour le coup après tu as d'autres méthodes de développement, tu as tout ce qu'on appelle les paracoprides, donc ça va être des bousiers qui vont se développer en dessous ou autour de l'excrément. Donc ils vont justement prendre des morceaux de l'excrément et les enfouir dans le sol. Ils vont créer des espèces de loges où ils vont mettre des pilules de crottes à l'intérieur et où ils vont mettre justement les jeunes dans ces pilules, les œufs dans ces pilules. Pourquoi je suis là? Pour justement rechercher les bousiers qu'on n'a pas forcément observés la dernière fois que je suis venu, observer les bousiers qui peuvent justement être présents à d'autres moments de l'année, ceux qui vont arriver avec le pic d'automne, qui sont potentiellement déjà sortis, et puis aussi pour revoir un petit peu l'évolution, pour voir l'évolution de la ferme, savoir comment vont la famille Blache, un petit peu le réseau qu'il y a autour des fermes paysannes, que je trouve vraiment très intéressante. Et aussi passer un bon moment avec tout le monde. Valentin m'explique que pour immobiliser un insecte sans lui faire mal, le mieux c'est de le tenir par 2 pattes. J'ai testé récemment
avec vraiment la peur de leur faire mal, et ça a marché. J'étais super contente. C'est beaucoup plus facile pour les prendre en photo. Je demande à Valentin en quoi les coléoptères indiquent une bonne qualité du milieu, des pratiques agricoles vertueuses, et en quoi ils sont essentiels dans l'écologie. Le sujet principal au niveau de l'agronomie et justement de l'écologie au niveau des bousiers, ça va être principalement au niveau de la réinsertion de la matière organique qui est l'excrément dans les sols. C'est vraiment réutiliser les nutriments qu'il y a dans les excréments et les réintégrer vraiment dans le milieu. L'incorporation de la matière organique est meilleure, donc les sols vont se régénérer plus vite. C'est ça, en fait, ils contribuent à la fertilisation des sols, les bousiers. Ouais. Du fait que justement, ils enfouissent des excréments, ils permettent à vraiment les aérer. Ceux qui se développent directement dans les excréments, en fait, ils vont vraiment le trouer et permettre une aération de la matière fécale et faire en sorte qu'elle soit beaucoup mieux décomposée et réintégrée au sol. Pouvoir les réduire à l'état minéral pour pouvoir justement que la communauté végétale puisse utiliser ces nutriments. Pour l'agronomie, le principal problème au niveau des bousiers, ce serait par rapport à l'utilisation d'antiparasitaires. Quand il y a des antiparasitaires qui sont utilisés sur les bêtes en pâturage, ça peut être toxique pour les bousiers et ils peuvent justement en mourir et faire que les bouses ne sont pas forcément facilement réintégrées dans les sols minéralement. Un gros bousier, une femelle de bousier taureau. Donc voilà, là on a une petite femelle de bousier taureau, donc les femelles n'ont pas les cornes et vont chercher à se planquer à chaque fois. Hop. Et ça pour le coup c'est ceux qui s'enfouissent autour ou en dessous de la crotte. Et il y a un truc là qu'il faut regarder, j'en appelle au pouvoir de myope, c'est si il y a de la pilosité sur le disque des élytres. Parce que ça peut être une autre espèce. Ouais, si tu as une lubota ça pourrait être mieux, mais je pense que là il n'y en a pas. Glabre. Glabre, donc Ontophagus taurus. Ok. Voilà, femelle. Femelle de bousier taureau, elle n'a pas les cornes. Je vois qu'on a une courageuse là. Je pense que je pourrais devenir spécialiste des bousiers, ça me passionne. Si tu as envie de chercher dedans et de garder, de montrer les individus que tu as récupérés. Je l'ai mis dans des petites boîtes. Un petit pilulier, ouais. Ça ne va pas se bouffer entre eux pour le coup, les coprophages, ça a vraiment des mandibules émoussées et voilà, c'est vraiment pas méchant. Ah, attends, mais c'est une bouse ça? Bah oui, c'est pour ça. Est-ce qu'elle est fraîche? À mon avis, elle a 24-48 heures celle-ci. Petite part de gâteau. C'est ça, la petite technique c'est, tu l'ouvres en deux, tu retournes, hop. Ah, elle est pas mal là en tout. Et tu regardes ce qu'il peut y avoir dedans. En soi, c'est juste, c'est l'aspect peu ragoûtant de on fouille dans le caca. Mais la thématique est hyper intéressante et assez facile à assimiler. Parce que tu as certains bousiers justement qui sont exclusivement en dessous. Hop, tiens, bonjour toi. Hop. Ah, super! Je sais plus comment il s'appelle, mais ça c'est trop bien. Regarde ça. Oh! Ça c'est pas un bousier, c'est un coprophile. Il va justement aller manger les bousiers, c'est ce qu'on appelle un hystéridé. Et c'en est un pour le coup, celui-là que je recherchais parce qu'il est à la loupe et même au niveau des mandibules difformes, il n'y en a pas 30 000 comme ça. Donc normalement ça va se faire tranquillement. Mais avoir trouvé ça, c'est trop bien. Donc l'un et là, on peut aller à la bouse qui est là-bas. Ouais, on va vite faire récupérer la bouse et on va commencer la dissection, vraiment le mou du sujet. Là c'est juste triturer l'excrément pour essayer de rechercher ce qu'il y a à l'intérieur. Essayer de trouver. C'est là où les gants sont bien quand même. Ouais, c'est ça. T'es dans le caca frais là. Ouais, c'est pas incroyable de fouiller au niveau hygiène. Avec les verres et tout ça. Ouais, c'est ça. C'est aussi se les mettre sous les ongles. C'est pas très hygiénique. Tout ça c'est cool. Ouais, c'est ça. Là, cette partie-là. La croûte, elle est cool. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la croûte, vraiment. Ouais. Et justement, quand tu trouves un excrément comme ça, qui est tout troué avec une belle croûte bien dure, et que tu l'ouvres et là justement c'est fondant à l'intérieur, un peu tu sais comme un fondant au chocolat, c'est plutôt pas mal comme ça, c'est très intéressant à fouiller dedans, c'est un peu comme dans la cuisine, hein. Hop. Ouais. Sauf qu'il ne faut pas manger. Emeline, tu veux fouiller avec la truelle? Tiens, par exemple là, tu as un petit coléoptère qui est en train de faire le mille-pattes là, et qui se déplace à moitié comme un mille-pattes, c'est ce qu'on appelle un staphylin, ça aussi c'est un coprophile. Ça ne mange pas les excréments, mais ça mange des bestioles qui mangent les excréments. Donc tu as vraiment une petite chaîne trophique justement
À l'intérieur d'un excrément, on a même des coléoptères qu'on appelle les hydrophilidés. Ce sont des coléoptères qui sont dits aquatiques et en fait, il y en a certains qui se développent dans le lisier. Donc la partie liquide de l'excrément. Là par exemple, celui-là, là, ouais, c'en est un par exemple aussi. Coprophage? Ouais, mais là, il me semble que c'est justement un coprophage aquatique. Je ne suis pas totalement sûr, donc je ne vais pas m'avancer plus que ça. Tu veux que je prenne en photo? Si tu y arrives. Attends, il est coincé entre mes doigts, là. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, c'est bon. La Bouze est une nurserie, un restaurant et un espace de rencontres amoureuses, me disait Lucille Brochot, vétérinaire en agroécologie, dans l'épisode 27 du podcast. Je demande à Valentin de me dire ce qu'on trouve dans une bouse saine en général. C'est un lieu de rencontre, de partage. Ça sent bon. Ouais. Bon, sent bon, ça dépend pour qui. Mais... Oui, tout est relatif. Hop. Après, là, c'est quand tu regardes une bouse et que tu te dis celle-là, elle est intéressante, tu peux t'imaginer une biodiversité potentielle à l'intérieur. Ouais. Mais le truc, c'est que quand tu fouilles, par exemple là, finalement, on n'a pas trouvé grand-chose. Donc, la diversité théorique que tu pensais avoir à l'intérieur, c'est pas la diversité réelle. C'est pas celle qu'on a trouvée dans la pratique. Mais dans une bouse comme ça, tu peux t'imaginer avoir, par exemple, tous ceux qui se développent directement dans l'excrément, ceux qui sont tout autour, ceux qui prédatent les coprophilles, donc ceux qui se développent au détriment des coprophages, donc tu sais celui avec les mandibules difformes qu'on a vu tout à l'heure, ceux qui se développent par rapport aux lisiers, donc les hydrophilidés. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il y a aussi des mouches, il y a des diptères qui vivent aux dépens des bouses. Et en France, on n'a pas de bousiers qui roulent? Si, on a des bousiers qui roulent en France, ils sont principalement localisés, si je ne me trompe pas, dans la région... plutôt du côté méditerranéen, même si y en a qui ont été réintroduits du côté des Landes. Mais ouais, on a des rouleurs en France. Pour clôturer cet épisode, je vous propose d'écouter Maxime Zucca, coordinateur scientifique de l'association Réan Sauvage et la Ferme, partager les résultats des inventaires de coléoptères sur la ferme. Si vous souhaitez découvrir l'Atlas du vivant de la ferme, rendez-vous sur réansauvageetlaferme.fr/atlas. Les autres mammifères qu'il y a sur la ferme, on a du blaireau, on a du renard à fond, on a du chevreuil, on a eu le cerf qui a traversé la ferme, on a le fouine qui est réapparu cette année, qui n'avait pas été vu depuis 15 ans et qui revient, la belette, on a un peu ici et là, le hérisson, le lapin, le lièvre, et puis il y a le loup, qui fait quelques rares passages autour, mais qu'on n'a pas encore eu en piège photo, on l'attend. Mais dans les crottes de tous ces mammifères, dans les mammifères, il y a évidemment les moutons, la vache, l'âne, et qui font des crottes, qui font des bouses, dans lesquelles vous avez été aujourd'hui, dans lesquelles on a évidemment des scarabées, des coléoptères, des staphylins. Je ne sais pas si vous savez que le coléoptère le plus... la famille de coléoptères la plus diverse en France, c'est les staphylins. Genre 25% des coléoptères de France sont des staphylins. Et il n'y a quasiment personne pour les identifier. Il y a Julien Bottinelli à qui j'en envoie de temps en temps. Mais pareil, si vous voulez vous y mettre, allez-y. Ce qui m'avait frappé, moi, sur la ferme en arrivant, mais c'est parce que j'habitais pas dans le coin, c'est qu'il n'y a pas de géotrupes. Quasiment pas. C'est des espèces peut-être des milieux plus frais, plus nordiques. Il y en a juste une espèce, spinigère. Par contre, il y a pas mal d'autres espèces coprophages, et c'est Emilien Gonzalez qui est là aujourd'hui, qui est le spécialiste. Et sur les 40 espèces de scarabées de la ferme, on en a 25 qui sont coprophages. Alors il y a d'autres scarabées floricoles, pas coprophages, l'oplie bleue qui est magnifique, il y a aussi des hannetons. On a trouvé l'anisoplie du Languedoc qui était nouvelle pour Auvergne-Rhône-Alpes, a priori c'est la station la plus septentrionale. On a 15% des scarabées de France pour l'instant sur la ferme. Depuis tout à l'heure, je vous donne des chiffres comme ça, 6%, 8%, 10%, 12%, 15%. Moi j'ai l'impression que globalement, une ferme comme ça de 30-50 hectares, dans la moitié sud de la France quand même, il faut le dire, quand même entre le Vercors et le Massif central, mais qu'en gros, il semblerait que pour la plupart des familles, on est de l'ordre de 10% des espèces françaises ici. C'est l'ordre de grandeur. Pour certaines, c'est 50%, genre, ou 40%, comme les libellules, mais sinon, c'est ce qu'on peut s'attendre à trouver. Pour ces coprophages, ce qui est marrant, il y a pas mal d'ontophagus, ce qui est marrant, c'est leur nom, Ontophagus ovatus, Vaca, Taurus, donc le lien est clair avec l'élevage. Effectivement, c'est des espèces en plus qui ont un rôle extrêmement important, évidemment de dégradation des bouses, mais aussi pour amender les sols, parce qu'en fait, elles font transférer la matière organique du bétail vers les sols.
Et un autre groupe de coléoptères assez populaire, c'est les coccinelles. On en a 14 pour l'instant sur la ferme, c'est 11% encore des coccinelles de France. Toutes sont assez complémentaires dans le rôle de contrôle des pucerons qu'elles ont aussi, qui est majeur. Parfois, on en a des milliers. Dans le Colza, on voit des milliers de coccinelles à 7 points, de coccinelles des friches. On a aussi beaucoup de coccinelles à damier. Et puis une qui est très commune, toute petite, qui est pas si petite d'ailleurs, qui est la coccinelle à 22 points. Et celle-là, c'est pas des pucerons qu'elle mange. On pense que les coccinelles, elles mangent toutes des pucerons. Celle-là, elle mange des champignons. C'est une spécialiste, c'est une mycétophage, c'est une spécialiste des oïdiums, donc un champignon bien connu des paysans. Et elle, typiquement, elle mange l'oïdium, la rouille éricifée polygonie, qui est celle qui attaque les pois, les fèves et les luzernes. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a inspiré et qu'il a nourri votre vision de l'agroécologie. Prenez le temps de ressentir en vous ce que ça vous a fait d'entendre ces paroles. Mon intention avec ces épisodes est de nourrir une nouvelle histoire de ce que c'est d'être paysan, paysanne. Si vous souhaitez nourrir cette histoire avec moi, vous pouvez soutenir l'association Rien Sauvage et la Ferme, partager cet épisode, me laisser aussi un commentaire, je ne me lasse pas de récolter vos retours. Je remercie celles et ceux qui ont accepté que je leur tende le micro, ainsi que les êtres vivants de la ferme du Grand Laval qui ont habillé le paysage sonore de cette série.